essaye d'accomplir le programme que Frédéric vient de nous décrire. Donc ça tombe bien. Alors, est-ce que ça marche? Ça y est. Alors, donc cette chaire, elle s'inscrit, ça va, vous m'entendez, dans un environnement qui a déjà été très rapidement décrit tout à l'heure. Donc vous avez d'un côté la chaire. La chaire, c'est, disons, les penseurs, Adrien qui est ici, Zeneb qui est là-bas, des académiques, en lien évidemment avec la réalité économique, et qui alimente à ce jour le projet qui vous a été décrit rapidement, qui est Riskergy. Projet Riskergy qui essaye de fournir les outils d'analyse quantitatifs essentiellement, mais aussi qualitatifs, pour permettre à la société Beyond Ratings de, éventuellement un jour, on l'espère le plus tôt possible, faire son travail, c'est-à-dire créer une agence de notation du risque souverain avec un focus sur l'énergie. Le pari étant que, à très brève échéance, les pays qui vont avoir des facilités à rembourser leurs dettes publiques seront ceux qui seront résilients énergétiquement, et ceux qui auront des difficultés à rembourser leurs dettes seront ceux qui ne seront pas résilients et très exposés à des chocs d'énergie, soit en quantité, soit en prix, comme l'a dit Frédéric il y a un instant. Donc vous voyez qu'il y a, disons, un continuum depuis le travail académique quasi pur jusqu'à l'application business d'une agence de notation. Alors, la chaire énergie et prospérité aujourd'hui, ce sont les acteurs économiques qui sont en bas, que vous voyez apparaître, qui pour l'instant ont signé la convention. D'autres vont la signer bientôt, qui sont dans cette salle. Je peux que les encourager à le faire après Noël. Alors, donc il y a l'Agence française de développement, la CDC Climat, l'ADEME, la SNCF et Air Liquide pour l'instant. Et vous voyez que donc c'est un consortium qui met autour de la table à la fois des acteurs publics et privés, ce qui me semble excellent et qui permet à chacun de pouvoir échanger sur les sujets que je vais vous décrire dans un instant. Alors, la chaire elle-même a trois grands piliers. Le premier pilier, c'est la modélisation macro. Alors, pourquoi la modélisation macro d'une question comme l'énergie en économie, aussi bien au niveau français qu'européen et voire mondial? Et ben, en fait, c'est une leçon qu'on a tirée du travail qui a été réalisé l'an dernier par le comité des experts pour le débat national, qui avait été présidé par Alain Grandjean et dont j'ai eu la chance de faire partie. Ce comité a fourni, à mon avis, un travail absolument remarquable qui a permis notamment d'identifier une douzaine de grands scénarios de transition énergétique pour la France. Ces scénarios ont été présentés, notamment au gouvernement, et puis Bercy a demandé, disons, un exercice de simulation macroéconomique pour bien se convaincre que ces scénarios étaient vraiment en mesure d'améliorer la balance commerciale française, de créer de l'emploi, d'augmenter le PIB. Voilà. Et donc cet exercice a été réalisé par l'ADEME en utilisant un modèle maison de l'ADEME, qui est le modèle STREAMY, qui est piloté actuellement par l'OSCE. Et puis, Bercy s'est montré sceptique en disant, au fond, peut-être que vos résultats sont vrais, mais nous ne croyons pas à votre modèle. Et donc, refaites votre copie. Et d'une certaine manière, le débat s'est déplacé d'un débat de société qui est quel scénario énergétique voulons-nous pour la France en 2035, avec notamment la question cruciale de savoir quel mix énergétique nous voulons pour la France en 2035, vers un autre débat beaucoup plus technique en un sens, qui est c'est quoi le bon modèle pour pouvoir répondre aux questions de Bercy, très légitimes, sur les scénarios. Et si vous connaissez un tout petit peu le sujet, vous savez que sur la place parisienne, il y a 3-4 modèles qui tournent. Chacun d'eux, évidemment, a des vertus et des défauts. Et il n'existe pas aujourd'hui de plateforme universitaire de niveau international qui permette de discuter de ces modèles et de sortir, au fond, de la défense du précaré de chacun, qui est bien normal, où, évidemment, chaque labo dit « mais c'est mon modèle qui est le bon et celui du voisin n'est pas le bon ». Voilà. Et donc ça, c'est la première ambition de la chaire, c'est de fournir un forum international avec les meilleurs experts sur le sujet, si possible, qui puisse débattre à la fois des scénarios et des outils que nous utilisons pour analyser ces scénarios. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'étude de cas microéconomiques, au sens où nous nous disons qu'il n'est pas possible d'avoir un point de vue intelligent au niveau macro si en même temps nous ne sommes pas très informés sur un certain nombre de sujets micro. Les sujets micro, ça peut être, par exemple, pour la France, la question de la mobilité. Qu'est-ce que c'est que la mobilité verte à horizon 2020-2030 en France? Et là, évidemment, vous imaginez bien que la SNCF est particulièrement intéressée. Ou ça peut être un sujet sectoriel, comme Air Liquide, l'hydrogène. Quelle est la place de l'hydrogène qu'on peut penser aujourd'hui dans le mix énergétique français en 2035? Sur ce pilier, j'ai oublié de le mentionner, j'aurais dû le faire depuis le début évidemment, c'est surtout Jean-Pierre Ponsard qui va diriger ce pilier-ci. Jean-Pierre Ponsard est l'ancien directeur du laboratoire d'économétrie de l'École polytechnique et co-directeur de la chaire avec moi. Le troisième pilier, c'est le pilier financement. Et en fait, il y en a un quatrième que vous allez voir apparaître. Troisième pilier, c'est le pilier financement. Une fois qu'on a fait une modélisation macro et qu'on a engagé le débat sur quel est le bon scénario,
ou quels sont les bons scénarios, il n'y a pas forcément unicité. Quels seront leurs impacts sur la macroéconomie française en 2020. Une fois qu'on a nourri ces travaux de prospective d'une connaissance de terrain intelligente, à la fois sectorielle et micro, on se demande comment est-ce qu'on finance ces grands projets. Et vous savez très bien que c'est le nerf de la guerre sur ces questions-là. Puisqu'au fond, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les techniques, on a les meilleurs ingénieurs du monde, on a des gens très très bien en France, mais le problème, c'est de trouver l'argent pour financer ces projets. Alors, dans ce pilier-ci, l'idée, c'est de mettre ensemble tous ceux qui réfléchissent à ces questions et qui essaient d'être créatifs pour trouver des modes de financement innovants. Donc, c'est essentiellement de la tuyauterie financière intelligente au service de la transition énergétique. Alors, un exemple paradigmatique, évidemment, c'est l'étude de la SFTE. Alors, qu'est-ce que c'est que l'étude de la SFTE? C'est une idée qui a germé l'an dernier, toujours dans le comité des experts pour le débat national sur la transition, dans le groupe 4, dont j'ai fait partie, qui était dirigé par Dominique Dron. L'idée étant, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'innovation dont nous avons été capables de faire preuve en 2008 pour sauver au fond le secteur bancaire français de la tétanie après la chute de Lehman Brothers, à un moment où le marché interbancaire était complètement paralysé? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces idées-là pour les mettre au service, cette fois-ci, de la transition énergétique? Et bon, l'une des idées directrices, c'est de dire, au fond, en 2008, entre septembre et décembre, on a créé en quelques jours la SFEF, la Société de financement de l'économie française, l'idée était très simple et assez géniale, qui était une société de droit privé dans laquelle l'État était minoritaire, avec des fonds propres très très faibles, 100 millions, pas plus, 40 millions pour l'État, 60 millions pour les banques. Cette société, sa force était de pouvoir disposer de la garantie publique. L'État français a mis au moins 280 milliards de garantie publique, et cette société a pu lever des fonds, et son directeur, Michel Cordessus, a levé 77 milliards de mémoire en un an. Pourquoi? Parce que c'était au fond de la fausse dette publique. Comme c'était une société de droit privé, la dette de cette société n'impactait pas la dette publique française, mais en même temps, elle avait la garantie publique. Donc pour l'investisseur qui achète ce titre-là, c'est quasiment de la dette publique. Du coup, Michel Cordessus a levé 77 milliards qui ont pu être reprêtés à bon escient pour les banques, ce qui a permis au secteur bancaire français de passer la Saint-Sylvestre 2008. Donc l'idée de la SFTE, c'est de dire, utilisons une intuition comme celle-ci, créons une société de financement de la transition énergétique qui bénéficie de la garantie publique, mais qui soit un objet privé, de manière à ne pas impacter directement la dette publique française, et qui puisse soit prêter elle-même, soit aider aux prêts longs par le secteur bancaire privé, fléchés vers la transition énergétique. Et pour que ce débat puisse rester concret et mordre sur la réalité, l'idée qui a été adoptée il y a un peu plus d'un an maintenant, c'est de regarder un cas d'étude, à savoir le financement de la rénovation thermique des bâtiments publics. Pourquoi le financement de la rénovation thermique des bâtiments publics? Premièrement, parce qu'il y a un besoin énorme. Comme vous le savez, quel que soit le scénario adopté du côté de la demande et de l'efficacité énergétique, c'est clairement la rénovation thermique des bâtiments qui est le premier chapitre, le plus urgent. Et ensuite, pourquoi les bâtiments publics? Parce que personne ne l'a fait en Europe. Et que donc, nous nous sommes dit, proposons-le au niveau européen. Comme personne ne l'a déjà commencé, on ne peut pas nous dire la KfW l'a déjà fait, etc. Et on aura évidemment un effet de levier bien plus puissant au niveau européen qu'au niveau français uniquement. Il se trouve que cette nuit même, le programme Juncker vient d'inscrire la rénovation thermique des bâtiments, notamment les bâtiments publics, dans son agenda. Donc, il y a une probabilité non nulle pour que ceci puisse se faire dans les mois qui viennent, espérons. Voilà. Et donc là, donc il y a un travail magnifique qui a été fait par l'AFTER, l'association AFTER, dont on m'a demandé d'être le président, j'en suis très honoré, et qui a fait ce boulot énorme de chiffrer combien ça coûterait en France de faire la rénovation thermique des bâtiments publics maintenant, et est-ce que c'est rentable? Voilà. Et la réponse est oui, au moins partiellement. Donc on a tous les chiffres à notre disposition aujourd'hui pour mener ce grand projet, qui pourrait très bien être le premier acte d'un immense projet de société qui s'appelle la transition énergétique. Donc les financements innovants, ce troisième pilier, c'est ce bouillonnement d'idées qui permettrait d'amener l'argent au bon endroit pour des investissements longs et construire au fond la société française de 2035. Une autre idée qui est agitée également dans ce pilier, que je vous expose très très rapidement, c'est la question du financement du fonds vert. Vous savez qu'en France, nous avons la COP21 en décembre 2015, qui est censée être un événement historique majeur, pour laquelle, disons, on est à la recherche d'idées qui permettraient d'alimenter un accord international. Parmi ces idées, il y a la question de savoir comment faire pour que le fonds vert, qui avait été lancé à Copenhague, que Ban Ki-moon a activé cette année, le fonds vert puisse être lui-même
financés avec du fonds propre, de manière qu'ils puissent lever des capitaux et les prêter aux pays du Sud, à la fois pour les efforts d'adaptation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a quelques milliards dans le fonds vert, ce qui est très 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 insuffisant. Et les idées manquent en tout cas pour trouver un moyen de financement du fonds vert. Alors, Michel me dit que je suis trop long, je vais aller plus vite. Donc il y a des propositions qui ont été faites pour financer le fonds vert, qui ont été discutées au gouvernement, à l'Élysée, etc. Ça, c'est le travail de ce troisième pilier. Et le quatrième pilier, c'est ce que Frédéric a exposé tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on change le cadre réglementaire et prudentiel dans lequel évoluent les acteurs financiers et économiques pour leur permettre de faire ce qu'ils aspirent à faire, à savoir financer le temps long et la transition. Et donc ça veut dire comment est-ce qu'on réécrit BAL 3, comment est-ce qu'on écrit un BAL 4 vert, comment est-ce qu'on écrit un Solvency 3 vert, et comment est-ce qu'on réécrit les normes IFRS pour sortir du piège de la market value et faire en sorte qu'on ait une comptabilité qui permette de financer cette transition. Alors, j'avance. Comme j'ai plus beaucoup de temps, je vais vous sauter tout ceci. Ça, c'est pour ceux qui aiment l'équation de Kaya, mais j'ai pas le temps. Pour vous dire que... J'ai encore combien de temps? Ça va? Bon, alors l'équation de Kaya, quand même, vous la connaissez tous, et il est 9 h du matin. Tout le monde a envie d'entendre l'équation de Kaya. Alors, vous démarrez par l'équation qui est tout en haut, voilà, qui est très simple, qui est une tautologie, hein, qui est le PIB divisé par la population, donc le PIB par tête, c'est égal à la quantité d'énergie consommée par tête, multiplié par, disons, l'efficacité énergétique au sens du ratio PIB sur énergie consommée. Donc ça, c'est une pure tautologie, c'est de l'arithmétique de niveau CM2. Maintenant, vous prenez le logarithme de ceci et vous dérivez, et ça vous donne l'équation qui est en dessous. Alors, l'intérêt de l'équation qui est en dessous, c'est qu'elle vous dit, en toutes circonstances, et quoi qu'il arrive, la croissance du PIB par habitant peut se décomposer en croissance de la consommation d'énergie par habitant, plus croissance de l'efficacité énergétique au sens que j'ai défini. Ceci est toujours vrai. Maintenant, si on regarde les chiffres de cette équation en moyenne sur la planète, pendant les 30 glorieuses, donc de 65 à 81, en gros, on constate que cette équation se décompose en 2,38 égale 1,6 plus 0,78. Ce qui veut dire, pour la faire courte, que 2/3 de la croissance du PIB par habitant, c'est essentiellement de la croissance de la consommation d'énergie par habitant. Et à l'époque, comme vous le savez, c'est exclusivement, quasi exclusivement, de l'énergie fossile, carbonée. Et puis évidemment, il y a nos petits bras, le stress au boulot, le génie humain, le progrès technique, HEC, tout ça. Ça, c'est le deuxième terme, l'évolution du ratio PIB sur énergie. Cette équation, dans la deuxième période qui nous intéresse, de 81 à aujourd'hui, devient 1,86 égale 0,5 plus 1,36. Autrement dit, nous faisons des progrès dans le troisième terme, en termes d'efficacité énergétique, au sens que j'ai défini. En revanche, nous n'arrivons plus à augmenter la consommation d'énergie par tête d'habitant à la même vitesse que précédemment. Et du coup, la croissance du PIB n'est plus du tout la même, elle n'est plus au rendez-vous. Et vous pouvez faire un tout petit peu de prospective sur l'avenir. Ça veut dire que tant que nous ne changeons pas de modèle économique dans notre relation à l'énergie, la croissance ne reviendra pas si nous n'arrivons pas à augmenter notre consommation d'énergie. Comme il y a des bonnes raisons de penser que nous aurons beaucoup de mal dans les années à venir pour augmenter la consommation en quantité d'énergie, surtout si c'est de l'énergie fossile, ça veut dire que la croissance ne reviendra pas magiquement, même si nous allons la chercher avec les dents. Alors, un exemple encore plus caricatural, c'est le Japon. Pour le Japon, depuis 2000, cette équation devient 0 égale 0 plus 0. Il n'y a plus de croissance parce qu'il n'y a plus d'augmentation de la consommation d'énergie. Le Japon est confronté à la même problématique que l'Europe pour ce qui est de son approvisionnement en énergie. Et en plus, comme il est piégé par la déflation, il n'arrive plus à investir suffisamment pour augmenter son ratio PIB sur énergie. Alors, je voudrais juste profiter des quelques minutes qui me restent pour vous présenter un travail qui est l'un des premiers travaux réalisés par cette chaire, que j'ai réalisé avec Zanep, qui est au fond de la salle, qui se pose la question, au fond, dépendons-nous vraiment de la consommation d'énergie? Et si oui, combien? Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Parce que l'une des raisons pour lesquelles nos sociétés négligent complètement le rôle de l'énergie et n'aident pas les financeurs à financer la transition, c'est que du côté des économistes académiques, il y a une espèce de rumeur qui court depuis des années selon laquelle l'énergie, ce n'est pas un sujet. Pourquoi est-ce que cette rumeur persiste? Parce que mes camarades économistes, et moi-même évidemment, nous avons la mauvaise habitude de ne regarder que les prix. Et si vous regardez uniquement les prix, d'une part, il n'y a pas de corrélation entre le prix de l'énergie et le PIB, on n'en trouve pas, hein, tout est possible. Et par ailleurs, le coût de l'énergie en prix dans le budget des ménages, des entreprises, dans les PIB des pays est très faible. En gros, il est compris entre 8 et 14% sur les 50 dernières années, quoi qu'il arrive. 14, c'est le pic
au deuxième choc pétrolier en 79, et ensuite il est sagement redescendu en dessous de 10%. Et donc, les économistes ont des petits arguments de micro, première année d'université, pour dire, puisque la part de l'énergie dans le coût est très faible, ça veut dire que notre dépendance à l'énergie est très faible. Sauf que vous savez très bien que si on a un blackout électrique demain matin en France, le PIB français va s'en ressentir considérablement. Beaucoup plus que ne le laisse supposer la part de l'énergie dans le PIB français. Alors, du coup, on s'est demandé avec Zenep, est-ce qu'on peut quantifier la dépendance en quantité du PIB à la consommation d'énergie? Et la réponse est oui. Donc, ce travail que je vous présente en quelques minutes, voilà, peut-être le plus simple, c'est de regarder ce graphe. Ce graphe, il vous présente en abscisse la croissance de la consommation d'énergie en volume, énergie primaire, versus en ordonnée la croissance du PIB. Et vous voyez que la pente de cette droite, qui vous dit d'une certaine manière l'importance de notre dépendance, la dépendance de notre croissance à l'augmentation de la consommation d'énergie primaire, cette pente est très très loin d'être nulle. Elle est de 60% pour une trentaine de pays, incluant la plupart des pays de l'OCDE, depuis une quarantaine d'années. Et donc ça veut dire que, pour le dire de manière technique, l'élasticité, l'output elasticity en anglais, l'élasticité de l'output par rapport à la consommation d'énergie, dans ces pays-là, depuis une quarantaine d'années, c'est 60%. Et non pas 8%, comme le disent la plupart des économistes, y compris l'économiste en chef du FMI, Olivier Blanchard, qui publie un papier tous les 3 ans pour dire dormez tranquille, l'énergie n'est pas un sujet, puisque son coût dans le PIB reste encore inférieur à 10%. Vous voyez? Alors, ça, c'est une approche, une manière de faire. Donc ça, c'est essentiellement de l'économétrie. Et puis, il y a une deuxième, on a utilisé une deuxième approche tout à fait complémentaire du point de vue méthodo, qui a consisté à estimer un modèle qu'on appelle le modèle DSGE. Je ne rentre pas dans le détail, ce sont des modèles d'équilibre général dynamique, stochastique, pour voir, quand j'utilise un modèle et que j'essaie de l'estimer sur les données réelles, quelle élasticité de l'énergie sort du modèle. Donc ça, c'est un autre travail que je n'ai pas le temps de vous présenter non plus, qui conclut à la même chose, c'est-à-dire que nous sous-estimons très très largement l'impact de la consommation d'énergie dans la croissance du PIB. Alors avec l'approche des SGE, on a calibré ce modèle sur les données américaines consommation du pétrole depuis 1970, et on trouve que l'élasticité du PIB par rapport au pétrole, c'est 12%. Donc là, ce n'est pas la totalité de l'énergie consommée, c'est juste le pétrole. Mais ça veut dire que la croissance de la consommation de pétrole, c'est 12% de la croissance du PIB aux États-Unis. C'est beaucoup plus que ce qu'on reconnaît d'ordinaire dans les études d'économie, puisque d'habitude, la réponse est 3%, 2%. Donc, dans tous les cas, quelle que soit la méthode que vous utilisez pour apprécier ce phénomène, quel que soit le type d'énergie que vous regardez, en gros les pays que vous regardez, on se trompe d'un facteur au moins 4, le plus souvent 5 ou 6, dans l'appréciation de notre dépendance à l'égard de l'énergie. D'une certaine manière, c'est ce constat-là qui est l'acte fondateur de la chaire, et qui dit, mais puisque l'énergie est si fondamentale dans la prospérité de nos économies, alors ça veut dire qu'il est urgent de s'y intéresser et d'explorer les 4 piliers que je vous ai décrits. Voilà, merci beaucoup.